Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Tours. Je suis Jessica Deguin, conservatrice et commissaire de cette exposition avec Guillaume Caseroni du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Donc cette exposition, L'amour en scène, François Boucher du théâtre à l'opéra, vous propose de redécouvrir cet artiste incontournable du XVIIIe siècle sous un nouveau jour, à savoir sa passion pour les arts de la scène et du théâtre. Donc les visiteurs vont pouvoir découvrir les vestiges qui permettent d'éclairer son immense contribution pour les arts de la scène, avec des maquettes de costumes de scène et de décors de théâtre, et des œuvres d'art qui vont aussi finalement nous parler de la popularité de ces images et de la diffusion jusque dans les arts décoratifs. Donc il y a des œuvres à la fois toutes petites comme des objets d'art, des tabatières, mais aussi des œuvres immenses comme des tapisseries qui évoquent cette intense diffusion des images. Le projet d'exposition est né en partant des collections du Musée des Beaux-Arts de Tours, puisque nous avons la chance d'avoir 4 tableaux qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de François Boucher, qui ont un point commun, c'est-à-dire le théâtre et l'opéra. Effectivement, il y a une esquisse préparatoire pour un décor de scène et 3 tableaux qui ont été commandés sans doute par Madame de Pompadour en souvenir de ses représentations à Versailles dans les rôles de la bergère Issée et de la nymphe Sylvie. Donc partant de ce constat, on a souhaité proposer de faire un état des lieux de la connaissance autour des différentes contributions de François Boucher au théâtre et à l'opéra, qui est un sujet qui n'avait pas été beaucoup exploré jusqu'à présent. L'incursion de François Boucher dans les arts de la scène se fait au départ de manière un petit peu indirecte. Il commence effectivement par graver les œuvres de Watteau qui vient de s'éteindre, qui est un peintre qui aime beaucoup la Commedia dell'arte. Et il va également recevoir une commande importante pour illustrer une nouvelle édition des œuvres de Molière. Et petit à petit, il va donc se familiariser avec cet univers théâtral et il va intégrer l'Opéra de Paris en 1737, donc quelques années après avoir été reçu à l'Académie comme peintre d'histoire. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'aventure va commencer et que François Boucher va être très actif pour les arts de la scène et particulièrement pour l'Opéra de Paris. Donc François Boucher va rentrer un petit peu en bas de l'échelle de l'Opéra de Paris puisqu'il est recruté pour être un peintre décorateur sous la supervision de Servandoni, qui à l'époque a beaucoup de succès dans sa capacité à créer des décors très illusionnistes. Et François Boucher va un petit peu grimper les différents échelons jusqu'à remplacer Servandoni et devenir le directeur de ce service des décors et des costumes de l'opéra. Il va rester à la tête de ce service plus ou moins jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui va faire sa spécificité, c'est sa capacité, son talent à répondre à la demande d'un public très friand de divertissement avec des décors tout à fait bucoliques, pittoresques, féeriques qui vont donc vraiment faire sa marque de fabrique à l'Opéra de Paris. Donc l'amour de François Boucher pour le théâtre et l'opéra va trouver un écho particulier auprès de Madame de Pompadour, qui devient en 1745 la nouvelle favorite de Louis XV. Madame de Pompadour est une femme extrêmement intelligente, cultivée, très belle, mais ce que l'on sait moins, c'est que c'est également une excellente comédienne qui va mettre à profit ses talents de chanteuse, de danseuse, d'actrice pour garder la passion de Louis XV à son égard. Et François Boucher et Madame de Pompadour vont donc nouer une collaboration a priori un petit peu régulière autour de ces arts de la scène. Et notamment, François Boucher va recevoir la commande de Madame de Pompadour de réaliser le décor de son petit théâtre de Versailles, qui s'appelle le théâtre des petits appartements ou des petits cabinets, et dont on a avec cette gravure le seul témoignage visuel. Donc c'est une œuvre vraiment très importante qui nous permet de voir à la fois Madame de Pompadour donc jouant dans le rôle de la nymphe Galatée, de la Néréide Galatée, devant la cour et notamment devant Louis XV qui est assis donc sur la tribune face à la favorite. Donc c'est une gravure qui nous montre à la fois le côté scène et le côté salle, avec donc ces décors qui ont été peints par François Boucher dans cette esthétique rocaille.
Donc dans cette deuxième section de l'exposition, on a rassemblé quelques maquettes qui sont finalement la pointe immergée de cet énorme iceberg qui est l'activité de François Boucher pour le théâtre et l'opéra. Effectivement, malheureusement, on n'a conservé aujourd'hui aucun costume de scène et aucun décor de scène, puisque ce sont des éléments qui étaient réutilisés de spectacle en spectacle et donc transformés et au bout d'un moment jetés parce que trop usés. Et finalement, aujourd'hui, ce qui nous reste pour apprécier le talent de François Boucher, ce sont des maquettes, c'est-à-dire des croquis, soit pour des costumes, soit pour des décors de scène, qui pour la plupart sont donc rassemblés dans cette vitrine derrière moi. Donc l'essentiel des documents conservés appartiennent aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France et on a la chance de pouvoir présenter quelques maquettes qui sont vraiment des vestiges exceptionnels. Je dis bien exceptionnels parce que finalement ces éléments que vous allez pouvoir découvrir n'avaient pas vocation à être conservés à l'origine. Ce sont des documents de travail utilitaires qui étaient ensuite transmis à d'autres corps de métier comme les menuisiers, les peintres décorateurs, les tailleurs, etc. Donc on a beaucoup de chance de les avoir conservés aujourd'hui et on a également quelques prêts très importants du musée du Louvre, mais aussi la bibliothèque de l'Institut de France ou encore le musée de Narbonne. Alors parmi les prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de France, nous avons la chance de pouvoir présenter ces deux maquettes de costumes qui sont signées de la main de François Boucher et qui ont été faits pour deux opéras, donc là pour Armide et ici pour Titon et l'Aurore. Comme on peut le voir, ce sont vraiment des documents de travail. Cette maquette n'a pas été aquarellée par exemple et ce sont des œuvres qui sont vraiment intéressantes pour parler des costumes de scène en vigueur à l'époque. Effectivement, vous avez ici un exemple de costume masculin qui est tout à fait emblématique des costumes portés par les acteurs masculins sur scène, qui reprend finalement en grande partie les costumes portés à la cour. Donc on voit que les hommes sont alors vêtus de bas et d'une petite jupe avec un petit panier qui s'appelle une jupe à tonnelets, avec souvent des coiffures assez extravagantes, avec des plumes, etc. Et les costumes féminins copient complètement ceux de la cour, avec donc les fameuses robes à la française qui sont tout à fait emblématiques du XVIIIe siècle, avec donc les corsets, les robes avec de très grands paniers, qui évidemment n'étaient pas très appropriés, très adaptés à la pratique scénique pour le mouvement, le chant, la danse. Et François Boucher va finalement voir au cours de sa carrière une évolution des costumes de scène avec une revendication de plus en plus forte des danseurs et des chorégraphes de libérer les corps, qui va avoir pour conséquence un allègement des costumes qui est vraiment visible au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin du XVIIIe siècle. Donc ce tableau est justement un des chefs-d'œuvre de François Boucher du musée des Beaux-Arts de Tours. C'est une œuvre qui est réputée être une esquisse préparatoire peinte pour un rideau de scène de l'Opéra de Paris après l'incendie de l'Opéra en 1763. Effectivement, à l'époque, les décors sont peints sur des châssis, on a un éclairage à la bougie, donc autant vous dire que les incendies sont un petit peu monnaie courante et l'Opéra de Paris va donc disparaître dans les flammes en 1763. Et François Boucher, qui était à l'époque le directeur du service des décors et des costumes de l'opéra, a sans doute réalisé cette esquisse pour remplacer le rideau disparu. On sait en effet que le précédent rideau, qui avait été peint dans les années 1730 par Charles Lemaire, avait exactement cette iconographie, c'est-à-dire Apollon, le dieu des arts et notamment des arts lyriques, en train de couronner les muses. Et donc il est très probable que François Boucher ait repris ce sujet, qui par ailleurs était très courant pour les salles de spectacle à l'époque, pour remplacer le rideau disparu. Une petite découverte que l'on a faite également à l'occasion de la restauration, on a pu faire une campagne d'imagerie scientifique sur ce tableau et en lumière infrarouge, on a découvert une ancienne composition qui se trouve dans la partie supérieure droite de l'œuvre, que l'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui un petit peu par transparence. Et cette composition montre un élément d'architecture, une colonnade avec un personnage à cheval dans le ciel, qui est une première pensée du peintre qu'il a finalement recouverte avec cette actuelle composition.
Donc sur la centaine de spectacles auxquels François Boucher a contribué, dont 64 pour l'Opéra de Paris, il y en a 2 que nous souhaitons particulièrement mettre à l'honneur dans l'exposition et qui sont vraiment liés à nos tableaux. Le premier opéra, c'est l'opéra Issée, qui est joué pour la première fois en 1697 à Versailles et qui va ensuite être repris à plusieurs reprises au XVIIIe siècle, et notamment en 1749 sur le Théâtre des Petits Cabinets à Versailles par Madame de Pompadour, qui évidemment choisit le plus beau rôle pour elle, qui est celui de la bergère Issée. Donc c'est ce qui est représenté sur ce tableau peint par François Boucher l'année suivante, sans doute à la demande de sa mécène, Madame de Pompadour. Et ce que l'on voit particulièrement, c'est la fin de l'opéra, c'est-à-dire le moment où le dieu Apollon se révèle dans toute sa gloire à Issée. Donc l'histoire, en réalité, est la suivante. Issée est une bergère qui va tomber amoureuse d'un berger qui s'appelle Philémon, qui n'est autre qu'Apollon, qui se fait passer pour un berger, comme c'est souvent le cas dans ces histoires d'amour du XVIIIe siècle. Et Apollon va souhaiter éprouver la fidélité d'Issée en lui apparaissant en rêve et en lui déclarant que Apollon est amoureux d'elle et qu'il n'entend aucun rival. La pauvre Issée est bien embêtée parce qu'elle est quand même très amoureuse de Philémon et elle va décider de lui rester fidèle malgré cet amour d'Apollon. Et Apollon, satisfait, va à ce moment-là lui révéler que depuis le départ il n'est qu'une seule et même personne, et donc tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est une histoire qui est tout à fait emblématique des opéras du XVIIIe où on aime beaucoup ces scènes d'amour entre des dieux, des mortels, un petit peu compliquées mais qui se terminent bien. Et ce tableau a donc été peint sans doute pour garder le souvenir de cette apparition très applaudie de Madame de Pompadour à Versailles dans le rôle de cette bergère. C'est une œuvre qui est ensuite restée assez confidentielle puisque aucune gravure n'a été faite de ce tableau. Néanmoins, il y a une artiste très importante qui a beaucoup aimé cette œuvre, c'est Berthe Morisot, qui a visité le musée des Beaux-Arts de Tours en 1892, et à cette occasion, elle découvre le tableau de François Boucher et elle décide d'en faire une copie partielle de ce motif très beau, très sensuel des 2 nymphes enlacées. Le musée Marmottan-Monet nous a donc prêté très généreusement ce très beau tableau de Berthe Morisot qui s'appelle Les 2 nymphes et qui permet également d'éclairer la manière dont François Boucher va être réhabilité à la fin du XIXe siècle, après près d'un siècle de désamour pour la peinture rocaille et particulièrement celle de François Boucher qui est considéré comme un peintre décadent et frivole. Et ce tableau est aussi à mes yeux un très bon exemple de ce qui unit les peintres impressionnistes et la peinture rocaille, c'est-à-dire finalement cet amour de la nature et cette envie de retranscrire quelque chose qui va être assez organique, avec également une sorte de fusion comme ça entre le végétal, le minéral, mais également les corps qui sont complètement entremêlés dans cette touche très fluide chez Berthe Morisot. Donc dans cette autre partie de l'exposition, nous vous proposons de redécouvrir le 2e opéra qui est à l'honneur dans cette expo, qui est l'opéra Sylvie. Donc Sylvie, c'est une œuvre lyrique qui aujourd'hui est tombée dans l'oubli, à tel point qu'on n'a même pas d'enregistrement sonore récent de cette pièce. Mais à l'époque, c'est une œuvre qui va avoir un succès absolument considérable. Elle est jouée pour la première fois en 1749 à Versailles, donc par Madame de Pompadour. C'est une œuvre de Pierre Laujon sur une musique de Pierre Montan-Berton, et elle va avoir un tel succès que finalement elle va être reprise ensuite à Fontainebleau et à l'Opéra de Paris, où elle sera rejouée ensuite des centaines et des centaines et des centaines de fois. Donc c'est l'œuvre qui est même dite la plus rentable de l'Opéra de Paris au XVIIIe siècle, c'est vous dire. L'histoire est empruntée à une pastorale de la Renaissance d'un poète italien qui s'appelle Torquato Tasso, qui a été francisé en Le Tasse et qui s'appelle L'Aminte. Et Laujon va donc au XVIIIe siècle en faire un opéra qui s'appelle Sylvie. Et donc c'est intéressant de voir cette évolution puisqu'on voit bien que le personnage principal ne va plus être un personnage masculin qui est Aminte, mais au XVIIIe siècle le personnage féminin qui est donc Sylvie. Et l'histoire de Sylvie et Aminte nous est racontée par François Boucher dans 4 tableaux qu'il va peindre en 1755 et 56 pour Madame de Pompadour, très vraisemblablement.
donc pour garder le souvenir encore une fois de ces représentations à Versailles. Et ces deux tableaux qui sont derrière moi sont donc les œuvres de la Banque de France, qui complètent une série qui a été séparée à la fin du XVIIIe siècle et qui est rassemblée donc pour la première fois depuis cette époque dans le cadre de cette exposition, puisque les œuvres de la Banque de France retrouvent celles du Musée des Beaux-Arts de Tours depuis donc plus de 200 ans. Donc l'histoire d'Aminthe et Sylvie est à nouveau une histoire d'amour compliquée, mais qui va bien se finir. L'histoire est la suivante. Aminthe et Sylvie sont deux personnages qui vont grandir ensemble. Aminthe est un berger et Sylvie est une nymphe de Diane. Et arrivée à l'âge assez tendre de l'adolescence ou du jeune âge adulte, Aminthe va commencer à ressentir des sentiments amoureux pour Sylvie, particulièrement après cet épisode que peint François Boucher donc en 1755, où une bergère qui s'appelle Phyllis est piquée à la joue par des abeilles. Elle va se mettre à pleurer de douleur et à ce moment-là, Sylvie va l'enlacer et lui faire ce qu'on appelle aujourd'hui encore avec les enfants un bisou magique qui va faire disparaître la douleur. Aminthe, qui observe la scène, va à son tour prétendre avoir été piquée à la lèvre pour être embrassée par Sylvie, ce qu'elle va évidemment faire. Et à ce moment-là, naturellement, l'amour va décocher ses flèches dans le cœur d'Aminthe qui va être éperdument amoureux de cette nymphe de Diane. Malheureusement, Sylvie n'est pas du tout intéressée par les jeux de l'amour et lorsque Aminthe va lui déclarer sa flamme, elle va le rejeter assez durement puisqu'elle préfère rester chaste et s'adonner à d'autres plaisirs comme ceux de la chasse. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ces tableaux de François Boucher, la plupart du temps, ne sont pas le reflet des représentations théâtrales de Madame de Pompadour. Effectivement, quand on se réfère au livret de l'opéra, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de scènes du texte original du Tasse qui finalement ont été un peu censurées parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas jouer sur scène, même si les peintres avaient plus de liberté finalement pour leurs tableaux. Et c'est le cas notamment de cette scène, puisqu'effectivement une scène d'amour saphique n'était pas du tout jouable à l'époque à Versailles. Et la même remarque peut être faite sur le tableau d'à côté, où on voit eh bien, ce qui va se passer pour Sylvie après qu'elle ait repoussé Aminthe. En effet, après avoir repoussé son prétendant, Sylvie va décider de se baigner, de prendre un bain, et alors qu'elle est en train de se dévêtir, elle est agressée par un satyre qui va l'attacher à un arbre pour l'agresser. À ce moment-là, fort heureusement pour Sylvie, elle va être donc délivrée par Aminthe qui arrive avec son ami Tircis qui est ici représenté avec une pierre à la main en train de chasser le satyre qui s'enfuit donc à l'arrière-plan. Et cette scène est sans doute celle qui a été la plus représentée par les différents artistes depuis la publication de la pièce à la fin du XVIe siècle, avec des images qui souvent mettent l'accent sur Sylvie ligotée à l'arbre et Aminthe qui arrive avec une arme pour faire fuir le satyre. Et là, on voit que François Boucher va finalement privilégier le moment qui succède, c'est-à-dire le moment plus tendre où Sylvie est libérée par lui. Donc on voit bien finalement ce goût très 18e pour des scènes plus douces, plus tendres, qui mettent vraiment l'accent sur le sentiment amoureux. Évidemment, cette scène est également très érotique, avec également des symboles sexuels qui sont un petit peu partout dans le tableau, comme cette branche dressée ou la corne que porte Aminthe. Donc cela n'échappait évidemment à personne à l'époque. Et cette œuvre est vraiment une des plus belles compositions, je trouve, de François Boucher. C'est un tableau qu'il faut vraiment regarder attentivement et de près, parce qu'on voit très très bien ce travail extrêmement tactile de la touche, notamment la peau de Sylvie qui est très vibrante. Et c'est aussi une explosion de couleurs qui est tout à fait représentative de cette capacité de François Boucher vraiment de créer des univers tout à fait sensoriels et oniriques, avec cette nature qui est presque un paysage tropical finalement, qui semble comme transpirer et qui vient faire un écho avec ces corps qui sont tout aussi organiques, en fait tout aussi sensuels. Donc
Donc une fois que Sylvie a été libérée par Aminthe, elle va pouvoir reprendre son activité favorite qui est la chasse. Elle va donc partir avec une de ses amies qui s'appelle Nérine à la poursuite de ce loup. Et Sylvie étant une excellente chasseuse, elle va rapidement distancer son amie et se retrouver finalement en assez mauvaise posture puisque le loup a retrouvé sa meute. Elle va donc comprendre qu'il vaut mieux pour elle prendre ses jambes à son cou et ainsi garder la vie sauve, et c'est ce que représente François Boucher sur cette toile. Et vous voyez que eh bien, Sylvie a eu le temps de décocher une flèche dans l'oreille du loup, et dans sa course elle va perdre un de ses voiles qui va être saisi par le loup. Nérine, entre-temps, va arriver sur les lieux où son amie a eu le temps de déguerpir, et elle va retrouver donc le loup, le voile taché de sang, la meute et une carcasse qu'ils sont en train de dévorer. Donc évidemment, elle va en conclure à la mort de son amie et elle va s'empresser auprès d'Aminthe pour lui annoncer la terrible nouvelle. Aminthe, ayant appris la mort de Sylvie, va se jeter du haut d'une falaise pour retrouver sa bien-aimée dans la mort, comme c'est souvent le cas au XVIIIe siècle dans les opéras. On aime bien les scènes de suicide, surtout masculins. Fort heureusement, la chute d'Aminthe va être amortie par des feuillages, des branchages, et Sylvie, ayant appris eh bien, l'acte désespéré de son berger, va s'empresser auprès de lui, et finalement son cœur va s'attendrir et elle va lui avouer elle aussi son amour. Donc tout est bien qui finit bien dans l'opéra et dans la pièce du Tasse également. Donc ces 4 tableaux de François Boucher ont été peints en 1755 et 56, c'est-à-dire 6 années après l'apparition de Madame de Pompadour à Versailles dans le rôle de Sylvie. Donc la contribution de François Boucher au décor et au costume de cet opéra n'est pas avérée, mais on sait en revanche qu'il va participer au décor et sans doute au costume de la reprise de l'opéra Sylvie à l'Opéra de Paris en 1766, et c'est ce qu'on évoque dans l'exposition au travers de gravures et de maquettes de costumes de Louis Boquet, qui est le collaborateur de François Boucher à l'Opéra de Paris. Donc après avoir évoqué les contributions de François Boucher à l'Opéra de Paris et au Théâtre de Cour à Versailles, on vous propose dans cette dernière section de l'exposition de découvrir la question de l'opéra comique, auquel François Boucher a également été très actif, puisque François Boucher était ami avec le couple phare de l'opéra comique au XVIIIe siècle, qui est le couple des Favart, dont on a ici 2 portraits de la Bibliothèque nationale de France. Donc Charles-Simon Favart, qui va être le directeur de l'opéra comique en 1745 et qui va ensuite être très actif en livrant beaucoup de pantomimes qui vont avoir beaucoup de succès, et Marie-Justine Favart, qui est son épouse, qui est une excellente comédienne qui va beaucoup contribuer à rendre le théâtre un peu plus moderne finalement au XVIIIe siècle, en étant notamment la première actrice à se présenter sur scène avec des vrais costumes de paysanne. Donc l'amitié entre Favart et Boucher va donner lieu à une collaboration artistique assez importante, puisque François Boucher va réaliser des costumes, et enfin, en tout cas contribuer aux costumes et au décor de scène de plusieurs des pièces des Favart à l'opéra comique, et notamment sans doute pour une pièce qui va faire un vrai carton à l'époque, qui est Les Vendanges de Tempé, qui va être jouée pour la première fois à l'opéra comique en 1745, et qui illustre très bien ces rapports d'influence mutuelle entre les arts de la scène et les arts visuels, et autrement dit entre Boucher et Favart. Effectivement, François Boucher va réaliser des tableaux à partir de certaines séquences de cette pièce de Favart, et c'est notamment le cas des joueurs de flûte que l'on voit ici illustrés avec cette petite porcelaine, notamment de la manufacture de Sèvres, qui est une invention de Favart, et dont Boucher va ensuite faire un tableau autonome qui va être gravé, et la gravure va servir ensuite de modèle à différents orfèvres pour les arts décoratifs. Mais le contraire peut aussi être dit, et ça c'est un petit peu moins connu, c'est également des tableaux de Boucher qui vont servir d'inspiration à Favart pour certaines séquences de cette pantomime, notamment Les Mangeurs de raisins et Le Jaloux.
Et pour terminer l'exposition, on a souhaité rassembler quelques œuvres d'artistes contemporains internationaux pour montrer comment François Boucher, Madame de Pompadour et le XVIIIe continuent aujourd'hui à inspirer encore les créateurs actuels. Donc, par exemple, il y a la célèbre soupière de Cindy Sherman, qui est un dépôt du Centre national d'art plastique. Nous avons également une robe du costume de scène de Moulins de Jérôme Kaplan, qui a été faite pour une pièce qui s'appelle Music Hall, jouée en 2004 à la Comédie Française pour une actrice qui jouait le personnage de Madame de Pompadour et qui reprend le célèbre portrait de Madame de Pompadour qui est aujourd'hui au Louvre de la Tour. Et puis nous avons passé une commande à un styliste qui s'appelle Sami Nouri, qui est d'origine afghane et dont le destin était étroitement lié à la ville de Tours, puisque Sami Nouri est arrivé à Tours en tant que jeune mineur isolé il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, Sami Nouri est un grand créateur qui notamment a ouvert sa maison de haute couture à Paris et qui a donc répondu à notre invitation de concevoir une robe inspirée des œuvres de François Boucher du musée pour l'exposition, avec donc cette robe qui est en taffetas de soie et qui livre sa vision personnelle des œuvres de François Boucher et également de la question de la condition de la femme, qui est une thématique qui l'intéresse très fortement, puisque lui-même est assez soucieux finalement de contribuer à l'émancipation du corps de la femme par la haute couture. Et on retrouve également dans son œuvre un motif qui est tout à fait récurrent dans ses créations, qui est le motif du barbelé, puisqu'il explique que dans son exode de l'Afghanistan jusqu'à la France, il a été amené à traverser un certain nombre de frontières et il a été très marqué à chaque passage de frontière par ces barbelés qui étaient omniprésents. Donc aujourd'hui encore, c'est un motif qui est assez récurrent dans ses créations. Et ce que Sami Nouri a voulu également explorer dans cette création, c'est finalement eh bien, cette question de la robe à la française revisitée aujourd'hui au XXIe siècle, avec donc ce corset que l'on retrouve et ce panier qui se retrouve cette fois-ci à l'extérieur de la robe, qui forme comme un exosquelette et qui vient questionner cette question encore une fois du corps de la femme comme en cage, car c'est vraiment un des paradoxes de la mode du XVIIIe siècle, que l'on connaît beaucoup par les tableaux notamment de François Boucher, que d'avoir une illusion de sensualité, de détente, qui n'est pas du tout en prise avec le réel, puisque finalement le corps des femmes n'ont jamais été aussi contraints et en cage qu'à cette époque-là. Donc c'est ce qu'a voulu aussi matérialiser Sami Nouri avec cette création. Alors lorsque l'on a restauré les tableaux du musée en prévision de l'exposition, finalement on a eu une belle découverte. Lorsque l'on a retiré le vernis très oxydé, on a retrouvé une palette beaucoup plus froide, beaucoup plus lumineuse, avec des teintes finalement bien plus modernes que celles auxquelles on est habitué quand on pense à François Boucher. Et finalement ça nous a amené à reconsidérer complètement les couleurs de la scénographie. Au départ on était parti sur des teintes un peu macaron la durée, vieux rose, vert amande. Finalement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas très bien avec nos œuvres restaurées, donc c'est la raison pour laquelle on a finalement opté pour des teintes plus soutenues, des roses framboises, des verts sapins et des bleus nuit. Pour accompagner l'exposition, eh bien, nous sommes également heureux de vous proposer tout un cycle de conférences, de spectacles, de cours d'histoire de l'art. Donc n'hésitez pas à regarder notre programmation sur le site internet du Musée des Beaux-Arts de Tours ou sur les réseaux sociaux. Et puis nous serons ravis de vous accueillir jusqu'au 30 janvier 2023. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Merci.